Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus.
En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. C'était le 2 septembre 1859. Partout en Europe et en Amérique du Nord, les gens se sont réveillés pendant la nuit, confus et encore fatigués. Ils étaient sûrs que c'était déjà le matin. Il faisait clair dehors, mais en regardant par la fenêtre, ils ont découvert que ce n'était pas la lumière du soleil. Le ciel était éclairé par d'innombrables aurores très intenses, rouges, vertes et violettes. Elles étaient tellement brillantes qu'on pouvait lire un livre comme si c'était en plein après-midi. Elles sont apparues même dans des régions où elles n'avaient jamais été observées auparavant, comme Cuba, les Bahamas, la Jamaïque et Hawaï. Ces incroyables effets visuels n'étaient pas la seule chose qui hypnotisait et effrayait les gens. Le truc le plus high-tech de l'époque, le télégraphe, souffrait de court-circuit dans toute l'Europe et les États-Unis.
des étincelles jaillissaient des équipements et de nombreux opérateurs humains avaient reçu des décharges électriques. Les papiers dans les télégraphes prenaient feu. Toutes les machines avaient été immédiatement déconnectées de leur batterie. Et pourtant, elles continuaient mystérieusement à envoyer des messages coupés. Les incendies déclenchés par les courts-circuits s'étaient propagés sur de grandes surfaces. Les lumières colorées continuaient à danser au-dessus de leur tête. Tout cela avait provoqué une panique et une confusion totale. Les habitants de la Terre n'avaient jamais rien vu ou vécu de tel auparavant. À cette époque, très peu de gens savaient que le Soleil était le responsable de ce chaos. L'un d'entre eux était l'astronome anglais Richard Carrington. Le 1er septembre, vers 11h du matin, cet homme se tenait près d'un télescope dans son observatoire privé. Il observait les taches à la surface du Soleil. Soudain, 2 points avec une lumière blanche intense ont explosé. Ils semblaient aussi brillants que la lumière directe du Soleil. À ce moment, l'astronome ne savait plus quelle terrible confusion allait provoquer ces éruptions. Plus tard, il est devenu évident que le Soleil avait produit une énorme tempête géomagnétique et l'avait libérée sur la couche protectrice de notre planète. Les particules chargées se sont abattues sur l'atmosphère terrestre vague après vague. Le champ magnétique de la planète n'a pas été assez puissant pour les arrêter. Quand il a cédé, la tempête a frappé la Terre, ce qui a provoqué des ravages. Ce phénomène a reçu le nom d'événement de Carrington. Jusqu'à présent, il s'agit de la pire tempête solaire jamais enregistrée. Heureusement, elle s'est produite alors que les gens ne disposaient pas encore de technologies avancées et n'étaient pas si vulnérables à la force géomagnétique du Soleil. La tempête solaire de 1859 a été 3 fois plus puissante que celle du 13 mars 1989. 3 jours avant qu'elle ne commence, les astronomes ont observé une énorme éruption à la surface du Soleil. En quelques minutes, un nuage de gaz de plusieurs milliards de tonnes a été projeté loin de l'étoile. Il s'est précipité directement vers notre planète à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Le lundi 12, l'énorme masse de plasma solaire a atteint le champ magnétique terrestre. Cette tempête a été si violente qu'elle a allumé des aurores spectaculaires et créé des courants électriques souterrains sous l'Amérique du Nord. Ces courants ont dû trouver quelques faiblesses dans le réseau électrique du Québec au Canada. En moins de 3 minutes, la ville entière a été privée d'électricité. Des millions de personnes se sont retrouvées dans des rues obscures, des bâtiments sombres et bloqués dans des ascenseurs. Ils se sont réveillés dans des maisons glacées, incapables de préparer leur petit déjeuner. La coupure de courant de 12 heures qui a suivi a entraîné la fermeture de commerces, d'aéroports et d'écoles. Le métro de Montréal a également été fermé. Aux États-Unis, des centaines de réseaux électriques ont commencé à avoir des problèmes quelques minutes après que la tempête a frappé la surface de la Terre. Heureusement, aucun de ces problèmes n'a conduit à une panne de courant. Cette tempête a été suffisamment violente pour perturber les systèmes de communication par satellite et les signaux radio. Certains satellites spatiaux sont tombés hors service pendant quelques heures. Beaucoup d'entre eux ont souffert de mystérieux problèmes qui ont disparu dès que la tempête a commencé à se calmer. Aucun journal n'en a parlé, mais en 2012, la Terre a aussi failli être frappée par une énorme tempête solaire. La plus intense de ces 150 dernières années. Le 23 juillet, les astronomes du Space Weather Prediction Center, dans le Colorado, ont repéré 2 nuages de particules énergétiques. Ils ont fait éruption à la surface du Soleil et sont partis vers l'espace. 19 heures plus tard, ces nuages sont passés à l'endroit que notre planète venait de quitter. Si l'éruption solaire s'était produite quelques jours plus tôt, la Terre se serait retrouvée dans la ligne de mire. Et si une tempête solaire aussi puissante que le célèbre événement de Carrington se produisait de nos jours, quels seraient les dommages supplémentaires qu'elle causerait ? Notre vie reviendrait-elle à la normale avec une catastrophe pareille ? Avant de connaître les réponses à ces questions, essayons de comprendre ce qu'est exactement une tempête solaire. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en fusion qui change constamment. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie, éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Ce sont des bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre une vitesse de plus de 966 km par seconde. Les plus puissantes éruptions volcaniques sont petites par rapport aux éruptions solaires qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés Celsius. Les astronomes pensent que ce genre d'explosion de rayonnement solaire se produise lorsque le champ magnétique du Soleil est tordu dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie accumulée est libérée.
l'étoile envoie de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines continuent pendant des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Tu ne remarqueras probablement pas les plus petites éruptions si tu n'as pas un équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio rapides au pôle, mais rien de bien grave. Ce sont des éruptions de classe X dont les gens devraient s'inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et longues. Lorsque les gens pensent au danger qui vient de l'espace, la plupart d'entre eux imaginent un astéroïde qui s'approche, comme celui qui a anéanti les dinosaures. Mais apparemment, c'est surtout notre bon vieux soleil qui devrait nous inquiéter. Une tempête solaire super forte qui se dirigeait vers la Terre ne se produirait pas d'un seul coup. Tout d'abord, il y aurait des rayons solaires de haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseraient la haute atmosphère de notre planète et perturberaient les communications radio. Après cela, une tempête de radiation frapperait la Terre. Et enfin, quelques jours plus tard, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindrait notre atmosphère. Ces particules interagiraient avec le champ magnétique de la planète et feraient des ravages dans le monde entier. Si une intense tempête solaire se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber les GPS et par détruire les satellites. Si des astronautes étaient en sortie dans l'espace à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier éclair pour trouver un abri. Leur vaisseau spatial serait probablement suffisamment bien protégé et sûr. Le principal défi serait de rentrer dedans à temps. Après cela, la tempête continuerait d'interférer avec les communications par satellite. C'est pourquoi des tonnes de tes activités quotidiennes, d'appeler tes amis à payer avec ta carte de crédit, seraient en péril. Mais l'une des pires conséquences serait la connexion au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les énormes transformateurs. Il faudrait des années pour les remplacer, surtout si des centaines voire des milliers de transformateurs sont détruits. Dans certains endroits, la défaillance d'un réseau électrique entraînerait l'effondrement d'autres réseaux, créant une réaction de type domino. Imagine vivre sans électricité pendant un jour, un mois, un an. Pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Les systèmes d'approvisionnement d'eau seraient hors service. Pas de nourriture dans les supermarchés. De plus, sans électricité, il serait quasiment impossible de redémarrer les réseaux électriques déjà en panne. Une puissante tempête solaire coûterait entre 1 et 2 trillions de dollars. Et ce, juste pendant la première année qui suivrait son apparition. Il faudrait encore 4 à 10 ans au monde pour s'en remettre. Les dommages causés à toutes sortes de satellites atteindraient à eux seuls 70 milliards de dollars. Sous des aurores majestueuses, les gens devraient s'habituer à un nouveau mode de vie radicalement différent. Il n'y a aucun doute que nous recevrions une sorte d'avertissement avant. Partout dans le monde et dans l'espace, les équipements modernes n'arrêtent pas d'observer le Soleil, ne serait-ce que pendant une seconde. Si une méchante tempête solaire se produisait, les gens auraient un peu de temps pour se préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs sont mis hors service à temps, les conséquences ne seraient pas aussi dramatiques. Maintenant, les nouvelles suivantes sonnent un peu effrayantes. Il y a aussi des super-éruptions stellaires. Comparées à elles, les rafales de rayonnement de notre Soleil sont des petites bricoles. Les super-éruptions se produisent surtout dans les étoiles jeunes et actives. En 2016, les astronomes ont vu ce genre de phénomène. Une étoile située à 1500 années-lumière de la Terre a produit une éruption 10 milliards de fois plus puissante que toutes celles qui ont jailli de notre Soleil. Cela ne signifie pas que nous sommes en sécurité ici, sur Terre. Même notre Soleil, avec son âge moyen, sait comment produire des super-éruptions. Mais alors que les jeunes étoiles peuvent en avoir une par semaine ou même plus souvent, pour le Soleil, c'est une fois tous les 1000 ans. Et pourtant, si les gens ne trouvent pas comment protéger la planète, une seule super-éruption pourrait déchiqueter notre couche d'ozone et anéantir la vie sur Terre. Ok. Il y a environ 800 000 ans, un gigantesque astéroïde a traversé l'espace en direction de la Terre. Il a percuté notre planète avec une force phénoménale. Il a recouvert 10% de la surface terrestre de débris rocheux noirs et verts brillants appelés tectites. Les tectites sont des morceaux de roche qui se liquéfient sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite. Ils refroidissent ensuite pour ressembler à des cailloux sombres et vitreux. Une traînée de ces tectites a été éparpillée dans toute l'Asie du Sud-Est et a atteint l'Est de l'Antarctique. C'est ainsi que les scientifiques savent que cet impact de météorites géants a eu lieu. Les chercheurs ont passé près de 100 ans à essayer de trouver le gigantesque cratère causé par l'impact. Mais les tectites étaient trop éparpillées.
C'est pourquoi ils n'ont pas pu localiser l'endroit exact. Jusqu'à récemment, une équipe d'experts de différentes universités a essayé de découvrir le point zéro de l'impact de la météorite. Ils ont examiné plusieurs cratères en Chine et au Cambodge, mais aucun ne semblait avoir été créé par le crash d'une météorite. Les experts ont alors décidé d'enquêter au Laos. C'est le pays où ils ont découvert le plus grand nombre et la plus grande concentration de tektites. Après avoir exclu tous les cratères visibles, l'équipe a imaginé une nouvelle théorie. Et si le cratère était caché par quelque chose? À la recherche du cratère potentiel, les scientifiques ont relevé des mesures de gravité à différents endroits dans tout le Laos. Sur le site d'une ancienne éruption volcanique, sous des couches épaisses et denses de lave volcanique refroidie, ils ont découvert une importante anomalie gravitationnelle. Cela s'est avéré être un grand cratère allongé, profond de plus de 91 mètres et s'étendant sur 13 km de large et 18 km de long. D'après l'emplacement et la taille énorme du cratère, les scientifiques pensent que c'est le site d'impact de l'ancienne météorite. Il y a plus de 2 milliards d'années, bien avant l'ère des dinosaures, la Terre a été frappée par l'un des plus gros astéroïdes à avoir jamais touché notre planète. L'astéroïde mesurait environ 10 à 14 km de diamètre et a créé le plus grand cratère d'impact sur Terre. Il s'agit du cratère de Vredefort. Il se trouve sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Quand il s'est formé, il avait un diamètre gigantesque de 300 km. Au fil des siècles, le cratère massif s'est lentement érodé pour former le dôme de Vredefort. Il s'agit d'une formation de collines rocheuses qui était le site central de l'impact de l'astéroïde. Cette formation est si grande qu'elle peut être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est un site reconnu du patrimoine mondial. Il abrite aussi plusieurs villes et communautés qui encouragent les touristes à venir visiter l'ancien cratère. En 1943, un pilote s'est écarté de sa trajectoire de vol habituelle pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. En survolant le Québec, au Canada, il a repéré un grand bassin parfaitement circulaire. C'est ainsi que le cratère Pingaluit a été découvert. Il y a environ 1,4 million d'années, une météorite est tombée à cet endroit, créant ce cratère d'impact petit mais profond. Il a un diamètre de 3 km et une profondeur de 400 mètres. Un lac d'un bleu profond s'est formé au fond du cratère. On dit que ce lac contient l'une des eaux les plus pures du monde, car il n'a ni entrée ni sortie. Cela signifie que le lac est uniquement rempli par les pluies et la fonte des neiges. Il abrite une espèce de poisson appelé omble chevalier. Le bassin de Sudbury se trouve également au Canada. Formé il y a plus d'1,8 milliard d'années, c'est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact du monde. Il est situé en Ontario. Mais l'impact de la collision a été si puissant que des débris ont été retrouvés à 800 km de là, dans le Minnesota. Contrairement à la plupart des cratères d'impact qui ont une forme circulaire, le bassin de Sudbury est ovale. Il mesure 62 km de long et 30 km de large. Le site d'impact original aurait pu avoir une profondeur énorme de 16 km, mais sa version moderne est beaucoup moins profonde. L'astéroïde qui a créé le bassin transportait une forte concentration de minéraux naturels. Cela a rendu le sol du cratère incroyablement fertile. Aujourd'hui, ce sol abrite de nombreux vergers et potagers. La formation unique du cratère du bassin de Sudbury a été utilisée pour entraîner les astronautes d'Apollo avant qu'ils ne se lancent dans leur mission sur la Lune. La météorite la plus célèbre de toutes est peut-être Chicxulub. C'est celle qui a causé l'anéantissement de 75% de toute la vie végétale et animale sur Terre, y compris les dinosaures. La météorite Chicxulub avait un diamètre de 10 km lorsqu'elle a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Le cratère se trouve maintenant au large des côtes du Mexique, caché profondément sous les fonds marins. Il fait environ 150 km de diamètre et 19 km de profondeur. Récemment, les scientifiques ont réussi à forer profondément dans le plus haut sommet du cratère d'impact pour collecter des échantillons de roches. Ils ont découvert que la disparition des dinosaures n'était pas due à la taille géante de la météorite ou à l'ampleur de l'explosion, mais plutôt à cause de l'endroit exact où Chicxulub a frappé la Terre. La météorite a frappé une partie de notre planète qui était densément remplie d'un composé minéral appelé gypse. C'est un minéral sulfaté mou qui est généralement utilisé comme engrais. La collision a projeté tellement de soufre dans l'air qu'elle a bloqué les rayons du soleil. Cela a provoqué l'hiver sombre et prolongé qui a condamné les dinosaures. L'un des plus jeunes cratères de la Terre est le cratère Barringer à Winslow, en Arizona. C'est aussi l'un des cratères les mieux préservés de la Terre. Il s'est formé il y a 50 000 ans, lorsqu'une lourde météorite, composée principalement de fer, est tombée de l'espace. L'atmosphère de la Terre a à peine ralenti l'énorme morceau de métal. Il est entré en collision avec le sol avec une force incroyable.
La météorite s'est vaporisée à l'impact, laissant très peu de reste. Le cratère laissé par cette puissante explosion a été nommé d'après l'homme qui l'a identifié en 1903. Il s'agissait d'un ingénieur des mines appelé Daniel Barringer. Le diamètre du cratère est de 1200 mètres et sa profondeur est de 170 mètres. La famille Barringer possède toujours le site de l'impact à ce jour. Il est possible de visiter le cratère et de faire une visite guidée de son pourtour. Le cratère Popigaï, en Sibérie, est l'un des plus intéressants de la Terre. Il y a plus de 35 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a formé ce bassin massif. Le cratère mesure 100 km de diamètre, ce qui en fait le 4e plus grand cratère du monde. Ce cratère est unique car il abrite l'un des plus grands gisements de diamants du monde. La pression intense de la collision a transformé le graphite du site d'impact en diamant. Les scientifiques affirment que le cratère contient des milliards de carats de diamants, mais personne ne les a jamais exploités en raison de l'isolement du site et du manque d'infrastructures. En l'an 1530 avant Jésus-Christ, une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre avant de se briser en morceaux. Les fragments brûlants de la météorite sont tombés en pluie sur la Terre et se sont écrasés sur la surface de la planète. En conséquence, un groupe de cratères est apparu sur une petite île estonienne, Saaremaa. Le plus grand cratère est un cercle parfait de 110 mètres de large. Il a une profondeur de 21 mètres et est rempli d'eau. 8 petits cratères apparus lors de la collision se trouvent dans un rayon de 800 mètres autour du cratère principal. L'impact des fragments de météorites a provoqué l'embrasement des arbres de l'île. Presque toutes les forêts ont brûlé. Heureusement, les bois ont désormais repoussé et les cratères sont devenus une destination de randonnée populaire pour les touristes. Il y a environ 200 millions d'années, une météorite a frappé la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Québec, au Canada. Cette collision a créé le 6e plus grand cratère d'impact au monde. Il avait un diamètre de 64 km, mais au fil des siècles, le bord extérieur du cratère s'est rempli d'eau. On l'appelle maintenant le réservoir de Manicouagan. Le lac du cratère d'impact est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace. Et sa forme étrange a donné au lac son surnom, l'œil du Québec. Le plus vieux cratère de météorite du monde se trouve en Australie occidentale. Le cratère de Yarabuba a 2,2 milliards d'années. Le site d'impact est si ancien que le cratère d'origine s'est complètement érodé. Le diamètre du cratère de Yarabuba était d'environ 30 à 70 km. Les scientifiques ont réussi à déterminer l'âge du site d'impact en analysant les anciens cristaux et minéraux trouvés dans le cratère.